Une femme âgée entre dans un restaurant pour prendre un café, vêtue d'un simple chapeau. Un policier l'aborde avec agressivité et exige son identification. Elle est menottée devant tout le monde, sans réaction, seulement le silence. Quelques minutes plus tard, le pays entier découvre qui est son fils, et rien ne sera plus jamais comme avant. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le samedi matin arriva tranquillement à Lyon. Le soleil encore timide illuminait les rues du quartier de la Croix-Rousse, où les gens marchaient précipitamment entre les cafés et les boutiques qui commençaient à ouvrir leurs portes. Le mouvement était typique d'un week-end, ce mélange de hâte et de repos qui transforme la ville en un organisme vivant, pulsant, plein d'histoires qui se croisent sans que personne ne s'en aperçoive. Des voitures klaxonnaient occasionnellement, des vendeurs de journaux criaient les gros titres, l'odeur du pain frais s'échappait des boulangeries. Tout conspirait pour créer cette atmosphère unique des matinées lyonnaises, où le temps semble s'écouler plus lentement, même quand tout le monde est pressé. Madame Hélène Ferrand marchait lentement sur le trottoir, tenant son sac usé en cuir marron contre elle. À 72 ans, elle avait cet air serein de ceux qui ont déjà assez vécu pour ne plus se laisser impressionner par la hâte des autres. Elle portait une robe simple en coton bleu marine, un manteau beige aux coudes légèrement usés par le temps et un chapeau de paille qui protégeait son visage du soleil matinal. Ses cheveux gris apparaissaient sur les côtés, rebelles et authentiques, sans teinture ni vanité. Il n'y avait aucun bijou à ses doigts, seulement une alliance simple en or qu'elle portait depuis près de 50 ans, depuis le jour où elle avait épousé Joachim, son mari, parti il y a 5 ans. Son absence faisait toujours mal, mais Madame Hélène avait appris à vivre avec la solitude en la transformant en moment de contemplation silencieuse. Elle s'arrêta devant le café chez Maurice, un établissement modeste qui fonctionnait là depuis plus de 20 ans. La façade était simple, avec des enseignes délavées et des tables en formica à l'intérieur. Rien de sophistiqué, mais accueillant. L'endroit avait ce charme des anciens établissements, où le temps semblait s'être arrêté à un moment donné des années 90, et où personne n'avait ressenti le besoin de mettre quoi que ce soit à jour. Les murs étaient décorés de vieilles photos de Lyon, montrant la ville au cours des décennies passées, quand tout était différent, mais, d'une certaine manière, identique. Madame Hélène poussa la porte vitrée et entra, sentant l'arôme familier du café frais mélangé à celui des croissants chauds. Quelques tables étaient occupées. Des gens parlaient en bas, d'autres manipulaient leur téléphone en attendant leur commande. Un couple de personnes âgées partageait une brioche. 2 jeunes hommes discutaient de football avec une passion contenue. La dame choisit une table. Dans un coin, près de la fenêtre, elle s'assit avec précaution, posa son sac à côté d'elle et respira profondément. C'était son rituel du samedi. Un café simple, seul, observant le monde passer. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Juste ce moment de paix, cet instant de normalité qui lui donnait l'impression de faire partie du monde commun, loin de tout ce que sa vie était devenue ces dernières années, loin des responsabilités, des attentes, des obligations qui venaient avec le nom de famille qu'elle portait. Là, dans ce café simple, elle n'était qu'Hélène. Juste une dame ordinaire prenant son café, et c'était libérateur. Le serveur, un jeune homme au tablier blanc, s'approcha avec un petit bloc à la main. Madame Hélène commanda un café au lait et un croissant. Il nota et retourna au comptoir. En attendant, elle regarda par la fenêtre. Elle vit une mère tenant la main d'un petit enfant, un homme en costume parlant au téléphone, un chien mené en laisse, des vies en mouvement, des histoires qu'elle ne connaîtrait jamais. Le café arriva en quelques minutes, fumant, avec cette odeur qui calme l'âme. Madame Hélène tint la tasse encore chaude entre ses mains et ferma les yeux une seconde, sentant la chaleur traverser sa peau. C'était bon d'être là, c'était bon d'être invisible, c'était bon de n'avoir rien à expliquer à personne. Mais la paix fut de courte durée. La porte du café s'ouvrit avec force. 2 policiers entrèrent, tous 2 en uniforme, avec des expressions sérieuses. L'un d'eux était plus âgé, avec une moustache grise et une posture rigide. L'autre, plus jeune, avait un regard méfiant qui balayait l'endroit comme s'il cherchait quelque chose de suspect. Ils marchèrent entre les tables, observant les clients. La plupart détournèrent le regard, retournant à leur conversation ou à leur téléphone. Personne n'aimait attirer l'attention.
Le policier le plus âgé s'arrêta. Ses yeux se fixèrent sur Madame Hélène. Elle était là, tranquille, tenant son café, regardant par la fenêtre. Il fronça les sourcils, échangea un regard avec son collègue et marcha vers elle. Ses pas étaient lourds, intentionnels. La salle devint plus silencieuse. Quelques personnes commencèrent à remarquer. Le sergent Marius Estève s'arrêta à côté de la table de Madame Hélène. Elle leva les yeux lentement, sans comprendre. Ses doigts tenaient encore la tasse chaude. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et elle vit là quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Ce n'était pas seulement de l'autorité, c'était du mépris, c'était un jugement. C'était la certitude arrogante de quelqu'un qui pense pouvoir juger un autre être humain sur son apparence. Enlevez ce chapeau et montrez-moi votre identité. Maintenant. Sa voix coupa l'ambiance comme une lame. Sèche, autoritaire, trop forte pour un endroit si petit. Le café entier se figea. Les conversations cessèrent à l'instant même. Les couverts s'arrêtèrent en l'air. Un silence lourd et inconfortable se répandit sur les tables. Tout le monde regardait. Le couple de personnes âgées s'arrêta de manger. Les jeunes qui discutèrent de football se retournèrent. Une jeune femme aux cheveux bouclés écarquilla les yeux. Le serveur derrière le comptoir serra fort son torchon, ne sachant pas s'il devait intervenir. Madame Hélène cligna des yeux, confuse. Son cœur commença à battre plus vite, mais elle garda sa contenance. « Je vous demande pardon, je suis juste en train de prendre mon café », répondit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez. Je vous ai ordonné d'enlever ce chapeau et de montrer vos papiers. Maintenant. » Son ton monta encore d'un cran, agressif, intimidant. Madame Hélène respira profondément, essayant de rester calme. Elle posa lentement la tasse sur la table et ouvrit son sac, cherchant son portefeuille. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'une indignation contenue. Le policier croisa les bras, impatient. « Pourquoi est-ce si long? Avez-vous quelque chose à cacher ?»« Non, monsieur. Je cherche simplement ma carte d'identité. » Le second policier, le brigadier Rodrigue Almette, s'approcha également. Plus jeune, plus tendu, la main déjà proche de sa matraque à la ceinture. Il regarda Madame Hélène avec méfiance, comme si elle représentait une sorte de menace. La scène était absurde. Une dame âgée, vêtue simplement, traitée comme une criminelle. « Écoutez, nous n'avons pas toute la journée. Si vous ne coopérez pas, nous devrons vous emmener au poste pour vérification. » Madame Hélène trouva enfin son portefeuille. Elle en sortit sa carte d'identité et la tendit au sergent Marius. Il prit le document avec brusquerie, y jeta un coup d'œil rapide et le lui rendit sans rien dire. Mais il ne partit pas. Il resta là, debout, la regardant avec un mélange de mépris et d'autorité mal placée. « Habillé comme ça, vous ne devriez pas être ici. Cet endroit est fait pour les gens respectables. » Ces mots tombèrent comme des pierres sur la table. Madame Hélène sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'humiliation. Elle leva le menton et le regarda droit dans les yeux. « Je suis une personne respectable, et j'ai tout à fait le droit d'être ici. » Le sergent eut un sourire en coin, cruel. Il saisit la radio fixée à son épaule et l'activa. « Centrale, ici patrouille 357. Je demande du renfort au café chez Maurice Croix-Rousse. Une suspecte refuse de coopérer. » La voix de... La radio crépita une réponse inaudible. Madame Hélène sentit son cœur s'accélérer. La situation échappait à tout contrôle. Elle n'avait rien fait. Elle voulait juste prendre son café. Elle voulait juste un moment de paix. « Je vous ai déjà montré mon identité. Je ne refuse rien, dit-elle, gardant la voix ferme. C'est nous qui décidons de cela. » Pendant ce temps, à une table près de la fenêtre, un homme à lunettes et aux cheveux ébouriffés observait tout en silence. Bruno Sainte-Anne avait 38 ans et travaillait comme journaliste d'investigation pour un portail d'information numérique. Il était là par hasard prenant son café tout en révisant des articles sur son ordinateur portable. Mais quand il vit la façon dont les policiers abordèrent la vieille dame, son instinct professionnel s'activa. Il connaissait ce genre de situation, un abus d'autorité déguisé en loi. Discrètement, Bruno prit son téléphone et commença à filmer. L'angle était parfait, le son clair. Il savait que cela pourrait être important. Peut-être très important. La porte du café s'ouvrit à nouveau. Un autre policier entra précipitamment, plus jeune que les deux premiers. Le visage tendu, le soldat Philippe Caron regarda le sergent, qui fit un geste désignant
Madame Hélène. Le soldat marcha vers elle sans rien demander, sans chercher d'explication, se contentant d'exécuter les ordres. Madame, s'il vous plaît, levez-vous lentement et gardez vos mains là où je peux les voir. Mais je n'ai rien fait. Je prends seulement un café. Nous allons tirer cela au clair au commissariat. Levez-vous. Madame Hélène obéit. Elle se leva lentement, avec dignité, sans élever la voix, sans faire de scène. Mais au-dedans d'elle, quelque chose criait. Le soldat prit les menottes à sa ceinture. Quelques personnes dans le café portèrent la main à leur bouche. Une tasse tomba au sol et se fracassa. Le serveur derrière le comptoir se figea, ne sachant que faire. « Ce n'est pas nécessaire, dit tout bas Madame Hélène. Procédure standard. » Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un clic métallique. Froid, définitif, humiliant. Madame Hélène ferma les yeux une seconde, respirant profondément. Elle sentit le métal glacé contre sa peau ridée, sentit le poids de l'injustice serrer sa poitrine. Elle pensa à son fils, à quel point il serait furieux s'il savait. Elle pensa à son mari défunt, à la façon dont il aurait réagi. Elle pensa à toutes les fois dans sa vie où elle avait dû avaler des humiliations mineures, de petites discriminations, des regards de dédain. Mais ceci était différent. Cela dépassait toutes les limites. Le café qu'elle attendait tant resta oublié sur la table, encore chaud, encore intact. Un petit nuage de vapeur montait du liquide sombre, indifférent au drame qui se jouait. Le chapeau de paille était toujours sur sa tête, témoin silencieux d'une injustice qui se déroulait sans frein. Le sergent Marius lui saisit le bras avec une fermeté excessive et commença à la conduire vers la sortie. Madame Hélène marcha la tête, haute, refusant de baisser les yeux. Elle n'avait rien fait de mal. Elle ne se courberait pas. Elle ne permettrait pas à ces hommes de lui voler sa dignité, même s'ils pouvaient lui voler temporairement sa liberté. En traversant la salle, elle sentit les regards de tous posés sur elle. De la pitié, du choc, une colère contenue. La jeune femme aux cheveux bouclés avait des larmes aux yeux. Le couple de personnes âgées regardait avec une expression d'horreur. Mais personne ne bougea. Personne ne dit rien. Ils observèrent seulement prisonniers de cette paralysie collective qui survient lorsque nous sommes témoins d'une injustice, mais ne savons pas comment réagir. À l'extérieur, une voiture de police était garée devant le café. Sirènes éteintes, mais présence imposante. Les gens dans la rue s'arrêtèrent pour regarder. Certains sortirent leur téléphone et commencèrent à photographier. Il y avait de la curiosité dans les yeux des uns, de l'indignation dans ceux des autres. Madame Hélène fut placée sur la banquette arrière du véhicule. La porte se ferma avec un bruit sec, l'isolant du monde extérieur. À l'intérieur de la voiture, elle resta silencieuse. Elle regarda par la fenêtre, voyant la ville défiler tandis que le véhicule se déplaçait dans les rues. Lyon continuait de vivre, indifférente à ce qui venait de se passer. Des gens marchaient, des bus passaient, le soleil montait dans le ciel. Tout était normal, tout était pareil. Mais pour Madame Hélène, quelque chose avait changé. Elle ressentit une tristesse profonde, non pas pour elle-même, mais pour l'humanité. Comment était-il possible que quelqu'un juge un autre être humain uniquement sur les vêtements qu'il portait? Comment était-il possible que l'autorité soit confondue avec l'arrogance? Elle pensa à combien d'autres personnes avaient déjà vécu des situations similaires, peut-être pires, sans avoir de voix, sans avoir de ressources, sans avoir personne pour les défendre. Et elle sentit une responsabilité grandir en elle. Si cela lui arrivait à elle, qui avait les moyens de se défendre? Qu'arrivait-il à ceux qui n'avaient rien? Pendant ce temps, à l'intérieur du café, Bruno Sainte-Anne arrêta l'enregistrement de son téléphone. Il révisa rapidement la vidéo. Parfait. Son clair, image nette. Il savait exactement quoi faire. Il ouvrit son application de messagerie et envoya la vidéo à 3 collègues journalistes. Ensuite, il ouvrit Twitter et publia un court extrait avec la légende « Abus d'autorité en plein jour ». Madame Hélène, cliente du café chez Maurice, menottait sans motif. Hashtag « Justice pour Hélène ». En moins de 5 minutes, la vidéo commença à circuler. Des partages, des commentaires indignés, des identifications. Les réseaux sociaux ont la mémoire courte, mais quand quelque chose touche à la bonne plaie, la réaction est immédiate. Et cela toucha. Dans la voiture, Madame Hélène restait muette.
Le sergent Marius conduisait en silence, échangeant occasionnellement des regards avec le brigadier Rodrigue. Il ne le savait pas, mais à cet instant précis, leur carrière était sur le point de changer pour toujours. Le commissariat se trouvait dans le centre-ville, un bâtiment ancien aux murs clairs et aux couloirs qui sentèrent le vieux papier et le café réchauffé. Quand la voiture se gara, Madame Hélène fut escortée à l'intérieur. Ils passèrent par la réception, où une employée leva les yeux, puis retourna à son ordinateur sans rien dire. Ils montèrent 2 étages jusqu'à une petite salle sans fenêtre, avec une table en métal et 3 chaises. « Asseyez-vous », ordonna le sergent. Madame Hélène s'assit. Les menottes étaient toujours à ses poignets. Elle ne se plaignit pas. Elle attendit, tout simplement. Le brigadier Rodrigue sortit de la pièce, laissant le sergent seul avec elle. Il commença à remplir un rapport, griffonnant le papier avec une force excessive, comme s'il était irrité. Nom complet. Hélène Marie Ferrand. Adresse. Rue des Acacias, numéro 234, à Écully. Le sergent nota sans la regarder. Il continua de poser des questions bureaucratiques, notant des réponses mécaniques. Madame Hélène répondait à tout avec calme, sans changer de ton. Elle savait que c'était une erreur grave. Et elle savait qu'éventuellement la vérité éclaterait. Pendant ce temps, à la réception du commissariat, le téléphone sonna. L'employé, Claire Mendès, répondit du ton monotone habituel. « Commissariat central, bonjour. » La voix à l'autre bout du fil était tendue, urgente. Claire fronça les sourcils, se redressa sur sa chaise. « Oui, monsieur, j'ai compris. Je vais vérifier immédiatement. » Elle raccrocha et courut vers son ordinateur, tapant rapidement. Elle inséra le nom d'Hélène Marie Ferrand dans le système. L'écran chargea pendant quelques secondes. Quand les données apparurent, Claire pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle relut les informations 3 fois pour en être sûre. Mon Dieu! Elle se leva précipitamment, manquant de renverser sa chaise, et courut à l'étage. Elle frappa à la porte du bureau du commissaire Antoine Caron, son supérieur immédiat. « Monsieur, je dois vous parler maintenant. C'est urgent. » Le commissaire leva les yeux de ses papiers, irrité par l'interruption. « Qu'y a-t-il, Claire ?»« La dame qui vient d'arriver, Hélène Marie Ferrand. Vous devez voir ça. » Elle lui tendit une feuille imprimée avec les données du système. Le commissaire la prit et commença à lire. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son expression changea. De la surprise, puis de l'inquiétude, enfin une alarme absolue. « Appelez le commandant. » Maintenant. Claire partit en courant. Le commissaire relut les données, respirant profondément. C'était bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Beaucoup, beaucoup plus important. La salle du commissariat était froide et impersonnelle. Des murs peints d'un vert délavé, une lampe fluorescente qui clignotait occasionnellement, et une table en métal rayée au centre. Madame Hélène restait assise, les menottes toujours au poignet, observant le sergent Marius remplir des formulaires avec une lenteur agaçante. Il notait chaque information comme s'il s'agissait d'une procédure ordinaire, routinière, sans aucun poids moral sur ce qu'il venait de faire. De l'autre côté de la table, le brigadier Rodrigue s'appuyait contre le mur, les bras croisés, regardant la vieille dame avec un mélange d'ennui et de méfiance. Il ne voyait rien de mal à ce qu'ils avaient fait. Pour lui, ce n'était qu'une journée de travail de plus, une interpellation de plus, une suspecte de plus emmenée pour vérification. Les vêtements simples, le chapeau de paille, la posture tranquille, tout conspirait pour qu'il la juge avant même de la connaître. Madame Hélène, de son côté, gardait son calme. Elle ne pleurait pas, ne suppliait pas, ne désespérait pas. Elle avait déjà traversé des moments difficiles dans sa vie. Elle avait perdu son mari, affronté des maladies, surmonté des pertes que beaucoup ne pourraient en supporter. Ceci était différent, c'était injuste, c'était humiliant. Mais elle savait que la vérité finirait par éclater. Elle finissait toujours par éclater. Le sergent Marius inséra ses données dans le système et attendit. L'écran du vieil ordinateur chargeait lentement, faisant tourner ce cercle agaçant qui indiquait le traitement. Il tambourina des doigts sur la table, impatient. Le brigadier Rodrigue bâilla. Aucun des deux n'imaginait ce qui était sur le point d'arriver. Pendant ce temps, à l'extérieur du commissariat, le monde était déjà en mouvement. La vidéo de Bruno Sainte-Anne avait explosé sur les réseaux sociaux.
En seulement 30 minutes, elle comptait déjà plus de 50 000 vues sur Twitter. Les commentaires se multipliaient à chaque seconde. Des gens indignés, révoltés, choqués. Des hashtags commençaient à surgir organiquement. Justice pour Hélène. Abus autorité Lyon. Un chapeau n'est pas un crime. L'histoire gagnait sa propre force, alimentée par la colère collective contre les injustices que beaucoup avaient déjà vécues ou observées. Bruno Sainte-Anne, toujours au café chez Maurice, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Il avait appelé des collègues journalistes, envoyé la vidéo à des portails d'information, contacté ses relations dans les mouvements sociaux. Il savait que cette affaire avait le potentiel de devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Et il avait raison. En moins d'une heure, la vidéo était déjà partagée par de gros comptes, des influenceurs numériques et même des politiciens qui y voyaient une opportunité de prendre position. À l'intérieur du commissariat, la réceptionniste Claire Mendes revint en courant du bureau du commissaire Antoine Caron. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés. Elle tenait une feuille imprimée dans ses mains tremblantes et montait les escaliers en manquant de trébucher. Elle arriva à la salle où Madame Hélène était interrogée et frappa à la porte avec urgence. Le sergent Marius leva, les yeux irrités par l'interruption. « Quoi encore? Je dois vous parler, maintenant. C'est urgent. » Il soupira, se leva de sa chaise et sortit de la pièce, fermant la porte derrière lui. Claire lui saisit le bras avec force. « Sergent, vous devez voir ça. La femme que vous avez amenée, Hélène Marie Ferrand. Regardez les données qui viennent d'arriver du système. » Elle lui tendit la feuille. Le sergent la prit avec dédain, comme s'il perdait son temps avec des bêtises. Mais quand ses yeux commencèrent à parcourir les informations, son expression changea. D'abord de la confusion, puis de l'incrédulité, enfin une panique absolue. « Ce n'est pas possible. Ce doit être une erreur du système. »« Ce n'est pas une erreur, sergent. J'ai confirmé 3 fois. C'est bien elle. » Ses mains commencèrent à trembler. Le papier manqua de tomber au sol. Il relut les informations, espérant trouver une méprise, un détail qui prouverait que c'était un malentendu. Mais il n'y avait pas d'erreur. Chaque ligne confirmait la vérité dévastatrice. Hélène Marie Ferrand, 72 ans, résidente à Écully, Lyon, veuve de Joachim Ferrand, mère d'Édouard Ferrand, Édouard Ferrand. Le nom résonna dans l'esprit du sergent comme un coup de tonnerre. Il connaissait ce nom. Tout policier de Lyon le connaissait. Édouard Ferrand était l'entrepreneur responsable du plus grand fournisseur de technologies de sécurité de la ville. Systèmes de communication, équipements de traçage, logiciels d'analyse criminelle, caméras haute définition. Tout ce que la police utilisait provenait de son entreprise. Plus que cela, Édouard avait sauvé des vies. Il avait investi des millions dans des équipements qui avaient permis des sauvetages dans des situations critiques, la neutralisation de menaces, la protection des agents lors d'opérations périlleuses. Le sergent Marius sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Appelez le commandant immédiatement !» Claire courait déjà vers le téléphone. Le sergent retourna dans la salle, essayant de contrôler sa panique. Il regarda Madame Hélène, qui restait assise, calme, les menottes toujours au poignet. Elle leva les yeux et le fixa. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une tristesse profonde et une déception qui coupait plus fort que n'importe quel cri. Le brigadier Rodrigue remarqua la tension. « Qu'est-ce qu'il y a, sergent ? Il s'est passé quelque chose. »« Tais-toi. » La brusquerie de la réponse surprit Rodrigue. Il resta silencieux, mais l'inquiétude commença à grandir en lui. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de très grave. 15 minutes plus tard, la porte du commissariat s'ouvrit avec force. Le commandant Marcel Tavernier entra accompagné de 2 officiers de haut rang. Il avait 58 ans, les cheveux gris coupés courts, une posture militaire impeccable et une présence qui imposait le silence dans n'importe quel environnement. Tous les policiers à la réception se levèrent automatiquement à son passage. Les conversations cessèrent. L'air devint plus lourd. Le commandant Tavernier monta les escaliers d'un pas ferme, le visage fermé dans une expression qui mêlait sérieux et inquiétude. Il arriva à la salle où se trouvait Madame Hélène et ouvrit la porte sans frapper. Il entra, regarda autour de lui, et ses yeux se posèrent enfin sur la vieille dame assise, menottée, son chapeau de paille toujours sur la tête.
Le temps s'arrêta. Le commandant respira profondément, ferma les yeux une seconde comme s'il avait besoin de se ressaisir, puis fit quelque chose qui choqua toutes les personnes présentes. Il marcha vers Madame Hélène, s'arrêta devant elle et s'agenouilla. Son genou droit toucha le sol froid en béton avec un bruit sec qui résonna dans la pièce silencieuse. Le sergent Marius et le brigadier Rodrigue restèrent paralysés, ne comprenant pas ce qui se passait. Le commandant, cet homme qui représentait l'autorité suprême, était à genoux devant une femme qu'ils avaient traitée comme une criminelle. « Commandant, que faites-vous » La voix du commandant sortit basse mais chargée d'une émotion contenue. « Madame Hélène, je vous demande pardon au nom de l'institution. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Madame Hélène le regarda avec un mélange de surprise et de compréhension. Elle connaissait cet homme. Édouard, son fils, avait mentionné son nom plusieurs fois. Marcel Tavernier, le commandant qui remerciait toujours pour les équipements, qui reconnaissait à quel point la technologie fournie avait sauvé des vies, qui respectait profondément le travail d'Édouard. « Commandant, je vous en prie, relevez-vous. Ce n'est pas l'endroit pour cela. » Il se leva lentement, encore visiblement ému. Puis il se tourna vers les deux policiers et l'expression de son visage changea complètement. La gentillesse fit place à une fureur contenue. Quelqu'un va m'expliquer comment il est possible que la mère de l'homme qui équipe toute notre police soit menottée dans ce commissariat comme s'il s'agissait d'une criminelle. Le sergent Marius déglutit avec peine. Il essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Le brigadier Rodrigue regarda le sol, incapable de soutenir le regard du commandant. « J'ai posé une question ?» La voix tonna dans la pièce. Elle résonna dans les couloirs. D'autres policiers s'approchèrent de la porte, curieux, effrayés. « Monsieur, nous faisions un contrôle de routine au café chez Maurice. Elle était vêtue de façon suspecte et... » « Suspecte ? Suspecte ? Vêtue de façon suspecte signifie quoi exactement? Une robe simple? Un chapeau de paille? Des vêtements modestes ?» Le sergent tenta de continuer, mais le commandant l'interrompit. « Vous avez menotté une dame de 72 ans, qui n'offrait aucune résistance, qui n'avait commis aucun crime simplement parce que vous avez jugé son apparence. Vous avez violé tous les protocoles d'interpellation, humilié une citoyenne sans motif, et vous avez encore eu l'audace de l'amener ici comme s'il s'agissait d'une criminelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le commandant respira profondément, essayant de contrôler sa colère. Puis il se tourna à nouveau vers Madame Hélène. « Enlevez-lui ses menottes. Maintenant. » Le sergent Marius obéit avec des mains tremblantes. Il ouvrit les menottes et elles tombèrent au sol avec un bruit métallique. Madame Hélène massa ses poignets lentement, sentant le soulagement de la pression. Des marques rouges restaient sur la peau là où le métal avait serré. « Madame Hélène, vous avez tout à fait le droit de poursuivre cette institution. Tout à fait le droit. Et je ne vous blâmerais pas si vous le faisiez. » Elle le regarda avec ses yeux sereins, pleins d'une sagesse accumulée au fil des décennies. « Commandant, je ne veux poursuivre personne. Je veux que cela serve de leçon, pour que d'autres personnes ne subissent pas ce que j'ai subi. Parce que si cela m'est arrivé à moi qui ai des ressources et une voix, imaginez ce qui arrive à ceux qui n'ont rien. » Ces paroles coupèrent plus profondément que n'importe quelle accusation formelle n'aurait pu le faire. Le commandant hocha la tête, sentant le poids de la vérité dans ces phrases simples. À l'extérieur du commissariat, une petite foule avait déjà commencé à se former. Des gens qui avaient vu la vidéo sur les réseaux sociaux, des militants des droits de l'homme, des journalistes de divers médias. Des caméras de télévision étaient déjà en train d'être installées. Des pancartes commençaient à apparaître. La pression sociale augmentait à chaque minute. À l'intérieur de la salle, le commandant se tourna vers les deux policiers. « Vous êtes suspendus avec effet immédiat à partir de cet instant. Il y aura une enquête complète, et selon les résultats, vous ferez face à une procédure administrative et possiblement pénale pour abus d'autorité. » Le brigadier Rodrigue pâlit. Le sergent Marius sentit ses jambes fléchir. La réalité commençait à s'effondrer sur eux comme un poids écrasant. Leur carrière, leur réputation, leur vie. Tout était menacé par quelques minutes d'arrogance et de préjugés. Madame Hélène se leva lentement, ajusta son manteau et mit son sac à l'épaule. Elle regarda les deux policiers qui l'avaient humiliée et pendant un moment, elle ressentit quelque chose de proche de la pitié. Non pas parce qu'ils ne méritaient pas de conséquences, mais parce qu'elle voyait en eux
le reflet d'un système plus vaste, une culture enracinée consistant à juger les gens sur leur apparence, à confondre l'autorité avec le pouvoir d'humilier. « Commandant, j'aimerais rentrer chez moi maintenant. »« Bien sûr, Madame Hélène, je vous y conduirai moi-même. » Ils sortirent de la pièce ensemble. Ils descendirent les escaliers en silence. Arrivés à la réception, tous les policiers présents se levèrent dans un respect automatique mais tardif. Madame Hélène passa devant eux sans rien dire, gardant la posture digne qu'elle n'avait jamais perdue, même menottée. En sortant du commissariat, elle fut accueillie par les flashs des caméras et les cris de soutien de la petite foule qui s'était déjà formée. « Justice pour Hélène! Plus jamais ça! Respect pour nos aînés! » Les voix se mélangeaient dans un chœur d'indignation collective. Bruno Sainte-Anne était là, caméra au point. Quand il vit Madame Hélène sortir accompagnée du commandant, il sut qu'il tenait une autre partie importante de l'histoire. Il continua de filmer. Le commandant Tavernier conduisit Madame Hélène jusqu'à une voiture officielle. Il lui ouvrit la porte arrière avec gentillesse, attendit qu'elle s'installe et prit place à côté du chauffeur. Tandis que la voiture s'éloignait du commissariat, il se tourna vers elle. « Madame Hélène, j'ai rencontré votre fils à plusieurs reprises. Édouard est un homme exceptionnel. Son travail a sauvé d'innombrables vies. La technologie qu'il a fournie nous a permis de réaliser des opérations qui auraient été impossibles autrement. La gratitude que j'ai pour lui est immense. Et savoir que sa mère a subi cela aux mains de mes subordonnés est quelque chose que je porterai avec beaucoup de douleur. » Elle le regarda avec compréhension. « Commandant, mon fils n'a pas besoin de savoir cela. Il a déjà tant de préoccupations. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Hélène, je pense que le monde entier est déjà au courant. La vidéo est sur tous les réseaux sociaux. Même les journaux télévisés commencent à en parler. » Madame Hélène soupira. Elle savait qu'Édouard serait furieux. Non pas pour elle, mais pour l'injustice. Son fils avait hérité de son père ce sens aigu de la justice, cette incapacité à accepter le mal sans réagir. Et elle savait que lorsqu'il le découvrirait, il y aurait des conséquences. La voiture suivit les rues de Lyon en direction d'Écully. Le soleil était déjà plus haut dans le ciel, illuminant la ville qui continuait son rythme normal, étrangère au drame qui s'était déroulé ces dernières heures. Madame Hélène regardait par la fenêtre, voyant les gens marcher, vivre leur vie, chacun portant ses propres histoires, ses propres fardeaux. Quand ils arrivèrent devant chez elle, une belle résidence au jardin bien entretenu, le commandant descendit et lui ouvrit la porte. Madame Hélène sortit de la voiture avec la même dignité que toujours. « Merci, commandant. Vous n'avez pas à me remercier, madame. C'est moi qui vous demande à nouveau pardon. » Elle hocha la tête et marcha vers le portail. Le commandant resta là, l'observant entrer dans sa maison, portant le poids de la honte institutionnelle que cette matinée avait engendrée. À l'intérieur de la maison, Madame Hélène enleva son chapeau, posa son sac sur le canapé et alla dans la cuisine. Elle prépara un nouveau café, cette fois en paix, sans interruption. Mais alors qu'elle buvait le liquide chaud et amer, elle savait que c'était loin d'être terminé. Édouard Ferrand était en réunion quand son téléphone commença à vibrer avec insistance. Il jeta un coup d'œil à l'écran, vit plusieurs notifications apparaître en même temps et fronça les sourcils. À 45 ans, Édouard était un homme à la présence marquante. Grand, les épaules larges, les cheveux foncés avec quelques fils gris aux tempes, des yeux marrons intenses qu'il avait hérités de sa mère. Il portait un costume bleu marine impeccable et dirigeait cette salle de réunion avec la même autorité naturelle qu'il appliquait dans tous les aspects de sa vie. La réunion se tenait au 12e étage de l'immeuble corporatif de Ferrand Tech Solutions, l'entreprise qu'il avait fondée 15 ans plus tôt. Autour de la table en verre, 5 cadres présentaient des rapports trimestriels, des projections de croissance et des propositions d'expansion. Édouard écoutait attentivement, posant des questions ponctuelles, notant des observations. Mais les vibrations du téléphone ne s'arrêtèrent pas. « Veuillez m'excuser », dit-il en prenant l'appareil. Il déverrouilla l'écran et vit des dizaines de messages sur WhatsApp, des appels manqués, des notifications Twitter, des emails urgents. Son cœur s'accéléra. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de très grave. Il ouvrit l'application de messagerie et vit une séquence alarmante de textes d'amis, de collègues et même de clients.
Édouard, as-tu vu ce qui est arrivé à ta mère? Mon pote, c'est partout. Tu regardes? Quel scandale! Madame Hélène ne méritait pas ça. Il sentit son sang se glacer. Il ouvrit Twitter avec des mains qui commençaient déjà à trembler. Sa timeline était inondée. La vidéo était partout. Il cliqua et regarda. Il vit sa mère, seule dans ce café simple, abordée de façon agressive. Il vit le policier lui crier dessus. Il vit l'humiliation publique. Il vit les menottes être placées sur ses poignets délicats. Édouard ressentit une vague de fureur si intense qu'il dut s'agripper à la table pour ne pas perdre le contrôle. Ses mains se serrèrent en poing. Sa mâchoire se contracta. Ses yeux devinrent rouges, non pas de larmes, mais de colère pure et absolue. La réunion est terminée. Sortez, tout le monde. Mais monsieur, nous avons encore... J'ai dit que c'est terminé. Sa voix explosa dans la pièce. Les cadres se levèrent précipitamment, ramassant ordinateur portable et dossier, sortant en silence. La porte se ferma, laissant Édouard seul. Il regarda la vidéo à nouveau. Et encore une fois, chaque visionnage alimentait la fureur grandissante en lui. Il prit son téléphone et composa le numéro de sa mère. Il appela 3 fois. Personne ne répondit. Il composa à nouveau. Rien. La panique commença à se mêler à la colère. Où était-elle? Allait-elle bien? Était-elle blessée? Il appela chez elle sur le téléphone fixe. Ça sonna plusieurs fois jusqu'à ce qu'enfin une voix réponde. « Allô? Maman? Maman, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? »« Édouard, mon fils, je vais bien, je suis... juste fatigué. »« Comment ça, fatigué? J'ai vu la vidéo, j'ai tout vu. Ces salopards t'ont menotté. Ils t'ont traité comme une criminelle. Édouard, s'il te plaît, ne t'emporte pas. C'est passé. Je suis à la maison. Je vais bien. »« Rien n'est passé. Ça ne va pas en rester là. Je vais poursuivre ces policiers, je vais poursuivre tout le commissariat, je vais faire en sorte qu'ils paient pour chaque seconde d'humiliation qu'ils t'ont fait subir. Mon fils, écoute, je sais que tu es en colère, je comprends, mais la vengeance ne résoudra rien. Ce n'est pas de la vengeance, maman, c'est de la justice. » À l'autre bout du fil, Madame Hélène soupira. Elle connaissait trop bien son fils. Elle savait que lorsqu'Édouard décidait quelque chose, rien au monde ne le faisait changer d'avis. Il avait hérité de cette détermination féroce de son père, cette incapacité à accepter les injustices sans réagir. « Édouard, promets-moi que tu ne feras rien d'irréfléchi. Je te promets que je ferai tout dans le cadre de la loi. Mais je le ferai, maman. Cela ne peut pas rester impuni. » Il raccrocha, respirant lourdement. Il marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau et regarda la ville en bas. Lyon s'étendait devant lui, animée, pleine de vie. Quelque part là-bas, des policiers pensaient pouvoir humilier des innocents sans conséquence. Ils pensaient que l'autorité signifiait un pouvoir illimité. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils se trompaient lourdement. Édouard reprit son téléphone et appela son avocat personnel, maître Henri Maurice, l'un des pénalistes les plus respectés de la région. « Henri, j'ai besoin de vous à mon bureau, maintenant. »« Édouard, je suis en audience. Ça peut attendre jusqu'à... » »« Ça ne peut pas attendre. C'est au sujet de ma mère. Vous avez vu la vidéo? » Il y eut une pause à l'autre bout. « Je l'ai vue. La moitié du pays l'a déjà vue. Je vais annuler l'audience. Je suis là dans 20 minutes. » En attendant, Édouard commença à passer des appels. D'abord au secrétaire d'État à la sécurité publique, avec qui il avait des contacts directs en raison des partenariats commerciaux. Ensuite à des journalistes d'investigation qu'il connaissait. Puis à des organisations de défense des droits de l'homme. Il montait une stratégie, mobilisait des ressources, préparait le terrain pour une réponse qu'il serait impossible d'ignorer. 23 minutes plus tard, maître Henri Maurice entra dans le bureau. Il avait 60 ans, les cheveux complètement blancs, des lunettes à monture dorée et une réputation impeccable construite sur 3 décennies de carrière. Il portait une serviette en cuir et une expression sérieuse. « Édouard, j'ai vu la vidéo en entier. C'est un abus d'autorité flagrant. Nous avons un dossier solide. » « Je veux plus qu'un dossier solide, Henri. Je veux qu'ils paient. Tous. Les policiers, les supérieurs qui ont permis cette culture, le système qui pense pouvoir juger les gens sur leur apparence. Allons-y doucement. D'abord, nous devons entendre la version de votre mère. Ensuite, réunir toutes les preuves. La vidéo est déjà une preuve puissante,
Mais nous avons besoin de plus. Des témoins, la documentation du commissariat, les antécédents de ces policiers. Je veux une action pénale contre eux. Je veux qu'ils perdent leur poste. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent faire ça à personne. Plus jamais. Henri hocha la tête, prenant des notes. Nous allons porter plainte pour abus d'autorité, entrave à la liberté individuelle, arrestation illégale et préjudice moral. Cela peut entraîner des peines, de détention pour les personnes impliquées et une indemnisation substantielle pour votre mère. Ma mère ne veut pas d'argent. Elle a été claire là-dessus. Elle veut que cela serve d'exemple. Alors nous allons proposer quelque chose de différent. Au lieu d'une indemnisation financière, nous pouvons exiger que l'affaire serve de base à une réforme des protocoles policiers, une formation obligatoire sur l'interpellation respectueuse, des cours sur les préjugés inconscients, une supervision plus rigoureuse. Édouard réfléchit. C'était logique. C'était plus conforme à ce que sa mère voulait. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de changement réel. Faites cela. Mais je veux que les policiers soient aussi tenus pour responsables. Personnellement, ils le seront. Je vous le garantis. Pendant que les deux discutaient, la répercussion de l'affaire continuait de croître de façon exponentielle. La vidéo comptait déjà plus de 2 millions de vues. Les émissions de télévision commençaient à commenter. Les politiciens se prononçaient. Les mouvements sociaux organisaient des manifestations. Le hashtag « Justice pour Hélène » était en tendance nationale. Au commissariat central, l'ambiance était funèbre. Les policiers marchaient dans les couloirs en silence, évitant tout contact visuel entre eux. Le sergent Marius et le brigadier Rodrigue étaient dans une salle séparée, attendant le début de la procédure administrative. Aucun des deux n'avait mangé depuis le matin. Aucun des deux ne parvenait à assimiler complètement ce qui s'était passé. Le commandant Marcel Tavernier était dans son bureau, au téléphone avec le secrétaire d'État, essayant de limiter les dégâts institutionnels. Mais à chaque minute qui passait, il devenait plus clair que la situation était hors de contrôle. « Monsieur le secrétaire, je comprends la gravité. J'ai déjà suspendu les policiers impliqués et lancé une enquête interne, mais j'ai besoin du soutien du ministère. Cela dépasse une simple correction. » À l'autre bout du fil, le secrétaire Robert André, un politicien expérimenté de 62 ans, répondait d'une voix tendue. « Commandant, avez-vous idée des dégâts que cela cause ? La presse est sur le coup. L'opposition s'en sert comme munition. Et le pire, son fils est Édouard Ferrand. Édouard Ferrand, la moitié de nos équipements vient de son entreprise. Je sais qui il est, monsieur le secrétaire, et je sais que cela aura des conséquences énormes. Des conséquences ? Ce sera un désastre. Préparez-vous car il y aura une commission d'enquête, une investigation du ministère, publique, un audit complet, et si nous ne montrons pas une punition exemplaire, nous allons perdre toute crédibilité. Je comprends, monsieur. Et il y a plus. J'ai reçu un appel d'Édouard Ferrand lui-même il y a 1 heure. Il est furieux. Il a parlé d'annuler tous les contrats avec le gouvernement s'il n'y avait pas une justice complète. Le commandant ferma les yeux. C'était pire qu'il ne l'imaginait. Si Édouard annulait les contrats, la police se retrouverait sans système critique. Des opérations seraient compromises. Des vies pourraient être perdues. Que voulez-vous que je fasse? Écarter les policiers impliqués immédiatement. Ce n'est pas une suspension, c'est un retrait total. Et préparer un rapport complet pour le procureur. Nous allons être transparents à l'extrême. C'est la seule chance de minimiser les dégâts. Bien, monsieur. Le commandant raccrocha et s'enfonça dans son fauteuil. Sa carrière de 30 ans était testée comme jamais auparavant. Et le pire était qu'il savait que les policiers sous ses ordres avaient mal agi. Complètement mal agi. Pendant ce temps, chez Madame Hélène, elle était assise sur la véranda, prenant une tisane à la camomille et regardant le jardin. Les hortensias qu'elle avait, plantées des années auparavant, étaient en fleurs, dans des tons de bleu et de rose. La journée était belle, avec une brise légère qui faisait bouger les feuilles des arbres. Cela ressemblait à une journée ordinaire. Mais ça ne l'était pas. Elle pensait à tout ce qui s'était passé, à l'humiliation, à la façon dont elle avait été traitée, au regard des gens dans le café. Mais elle pensait aussi à toutes les autres personnes qui vivaient des situations similaires chaque jour, sans que personne ne filme, sans que personne ne s'en soucie. Combien de fois cela arrivait-il silencieusement? Combien de vies étaient marquées par ces petites violences institutionnalisées?
Le portail s'ouvrit. Édouard entra précipitamment, traversa le jardin à grands pas et monta les marches de la véranda. Quand il vit sa mère là, assise tranquillement, quelque chose en lui se brisa. Il s'agenouilla à ses côtés et la serra fort dans ses bras. « Maman, je suis tellement désolé. Désolé de ne pas avoir été là. Édouard, mon fils, tu n'es coupable de rien. Mais j'aurais dû être là. J'aurais dû te protéger. » Elle s'écarta un peu pour le regarder dans les yeux. « Tu ne peux pas me protéger de tout. Et je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin que ce genre de choses s'arrête, pour n'importe qui. Ça s'arrêtera, maman. Je te promets que ça s'arrêtera. » Il lui parla des mesures qu'il prenait, de la procédure judiciaire, des conversations avec les autorités. Madame Hélène écoutait en silence, voyant la détermination féroce dans les yeux de son fils. Il était comme son père. Joachim aurait réagi exactement de la même manière. « Édouard, je ne veux pas de vengeance, je veux du changement. »« Je sais, maman. Et c'est exactement ce que nous allons obtenir. Mais pour qu'il y ait un changement réel, il faut des conséquences réelles. Sinon, rien ne change. » Elle hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. Les conséquences étaient nécessaires, non par cruauté, mais par justice. Pour toutes les autres personnes qui n'avaient pas de voix. Ce soir-là, l'histoire fit la une de tous les grands journaux. Les programmes de télévision ouvrirent sur l'affaire. Des experts débattaient de l'abus d'autorité, des préjugés institutionnels, de la nécessité d'une réforme de la police. La société s'éveillait à une réalité que beaucoup préféraient ignorer. Chez Édouard, il travaillait tard, répondant aux emails, coordonnant les stratégies, planifiant les étapes suivantes. Sa femme, Julie, entra dans le bureau avec une tasse de café. « Tu dois te reposer, mon amour. »« Je n'y arrive pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ces menottes sur les poignets de ma mère. » Julie s'assit à côté de lui, prit sa main. « Elle va bien, elle est forte, plus forte que nous tous réunis. »« Je sais, mais cela n'atténue pas la colère que je ressens. Utilise cette colère pour faire quelque chose de productif, tu le fais déjà. Mais ne te laisse pas consumer par elle. » Édouard regarda sa femme. Julie avait toujours cette capacité à apporter de la clarté dans les moments les plus turbulents. Il respira profondément. « Tu as raison. Je vais dormir. Demain, il y a beaucoup de travail qui nous attend. » Ils allèrent se coucher, mais Édouard mit des heures à s'endormir. Son esprit ne s'arrêtait pas de travailler, planifiant, élaborant des stratégies, cherchant des moyens de garantir que cela aboutisse à un changement réel. Le lendemain, le parquet annonça qu'il ouvrait une enquête officielle sur l'affaire. Le ministère de l'Intérieur se manifesta également. L'ordre des avocats publia une note de protestation. La pression sur l'institution policière était immense. Le sergent Marius et le brigadier Rodrigue furent formellement inculpés pour abus d'autorité. Leur carrière était ruinée. Leur famille faisait face à la stigmatisation sociale. Mais plus que cela, ils commençaient à comprendre véritablement ce qu'ils avaient fait. Dans une cellule de détention provisoire, le sergent Marius s'assit sur le sol froid et laissa couler ses larmes. Pour la première fois depuis des années, il se voyait réellement, sans les masques de l'autorité et du pouvoir. Et il n'aimait pas ce qu'il voyait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette matinée au café chez Maurice. L'affaire de Madame Hélène s'était transformée en un tournant dans la discussion sur l'abus d'autorité en France. Ce qui avait commencé comme une vidéo virale était devenu un mouvement national pour des réformes dans le système de sécurité publique. Édouard Ferrand était dans une salle de réunion au palais de justice, entouré d'avocats, de représentants du ministère public et de membres d'organisations des droits de l'homme. La table était couverte de documents, de rapports et de propositions. Ces derniers jours, il s'était consacré intégralement à transformer l'indignation en action concrète. Maître Henri, Maurice dirigeait la réunion avec la précision de celui qui avait passé des décennies dans les tribunaux. « Messieurs, dames, nous avons ici un cas emblématique qui peut servir de précédent pour des changements structurels. La vidéo est une preuve irréfutable. Nous avons aussi des témoignages de personnes présentes, une analyse psychologique de la victime attestant d'un traumatisme émotionnel et, plus important encore, nous avons eu accès aux registres internes du commissariat qui montrent un modèle d'interpellation similaire au cours des 5 dernières années. »
L'une des représentantes du ministère public, la procureure Patricia Lemoine, une femme noire de 40 ans, à l'expression sérieuse, feuilleta les documents. C'est encore plus grave que ce que nous imaginions. Les données montrent que 63% des interpellations considérées comme excessives visèrent des personnes en situation de vulnérabilité sociale ou apparente, des personnes âgées, des sans-abri, des travailleurs manuels. Il y a un schéma clair de discrimination basé sur l'apparence. Édouard serra les poings. Chaque chiffre, chaque statistique représentait une personne humiliée, une dignité blessée. Sa mère n'avait pas été la première, mais si cela dépendait de lui, elle serait la dernière. Que pouvons-nous faire concrètement pour changer cela? Maître Henry répondit. Nous proposons un accord judiciaire. Les policiers impliqués seront définitivement écartés et répondront pénalement d'abus d'autorité. De plus, l'institution policière s'engagera à mettre en œuvre un programme complet de rééducation et de réforme. Édouard secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Écarter 2 policiers ne change pas la culture qui a permis cela. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. La procureure Patricia acquiesça. Exactement. C'est pourquoi nous proposons la création d'un programme pilote appelé Protocole Hélène. Ce sera un ensemble de directives obligatoires pour toutes les interpellations policières dans la région, axées sur le respect, la dignité et la présomption d'innocence réelle, et non seulement théorique. Édouard se pencha en avant, intéressé. Continuez. Le programme comprendra une formation trimestrielle obligatoire sur les biais inconscients, des techniques d'interpellation non violentes, une communication respectueuse et des conséquences juridiques pour la discrimination. De plus, toute intervention policière sera enregistrée par des caméras piétons, sans exception. Les enregistrements seront disponibles pour un audit public. Il y aura de la résistance, commenta l'un des avocats présents. C'est certain, répondit Édouard. Mais peu m'importe, cela doit arriver. Pendant que la réunion continuait, de l'autre côté, de la ville, au café chez Maurice, quelque chose changeait aussi. L'établissement qui n'était auparavant qu'un café ordinaire était devenu un symbole. Des gens venaient de toute la ville pour connaître l'endroit où tout s'était passé. Le propriétaire, Monsieur Maurice, un homme de 58 ans qui tenait le café depuis plus de 2 décennies, avait du mal à assimiler cette transformation. Il avait placé une petite plaque discrète près de la table où se trouvait Madame Hélène ce jour-là. Les mots étaient simples mais puissants. La dignité ne se juge pas sur l'apparence. Le respect est un droit pour tous. Cet après-midi-là, Madame Hélène décida de retourner au café. Non pas parce qu'elle avait besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle refusait de permettre que cette expérience lui vole l'un des rares plaisirs simples qu'elle avait encore. Édouard proposa de l'accompagner, mais elle refusa gentiment. C'était quelque chose qu'elle devait faire seule. Quand elle entra dans le café chez Maurice, portant la même robe simple et le même chapeau de paille, l'ambiance entière s'arrêta. Toutes les conversations cessèrent, toutes les personnes se tournèrent. Pendant un moment, le silence fut absolu. Puis, une personne commença à applaudir. Une autre se joignit à elle, et une autre. En quelques secondes, tout le café était debout, applaudissant. Madame Hélène sentit ses yeux s'embuer, mais elle garda sa contenance. Elle fit un signe de tête, remerciant, et marcha jusqu'à la même table où tout avait commencé. Elle s'assit avec précaution, posa son sac à côté d'elle. Monsieur Maurice vint personnellement prendre sa commande. « Madame Hélène, c'est un honneur de vous revoir. Le café est offert par la maison. Il le sera toujours. » « C'est très gentil, Monsieur Maurice, mais je préfère payer. Je veux que tout soit exactement comme avant. » Il sourit, comprenant. Il apporta le café au lait et le croissant. Cette fois, elle put boire en paix, savourant chaque gorgée, observant les gens, se sentant à nouveau faire partie du monde. À une table voisine, Bruno Sainte-Anne, le journaliste qui avait filmé la vidéo originale, observait la scène. Il n'était pas là par hasard. Ces dernières semaines, il s'était consacré à enquêter sur des cas similaires, transformant cet épisode en une série de reportages sur l'abus d'autorité. Son travail générait des débats importants, ouvrant un espace pour des conversations qui étaient auparavant balayées sous le tapis. Il s'approcha de Madame Hélène avec respect. « Madame Hélène, je m'appelle Bruno Sainte-Anne. C'est moi qui ai filmé la vidéo ce jour-là. » Elle le regarda avec ses yeux sereins. « Je sais qui vous êtes.
J'ai lu vos reportages, ils sont importants. Merci. Je voulais vous demander pardon si, d'une manière ou d'une autre, l'exposition a causé un inconfort. Pas du tout. Vous avez fait ce qui était juste. Parfois, la vérité a besoin d'être vue pour être crue. Bruno sourit, soulagé. Puis-je vous poser une question? Pourquoi avez-vous décidé de revenir ici? Parce que je ne peux pas permettre que ces minutes d'humiliation me volent quelque chose que j'aime. Ce café fait partie de ma routine, de ma vie. Si je cessais de venir, je leur donnerais un pouvoir qu'ils ne méritent pas d'avoir. La réponse était simple, mais profonde. Bruno prit des notes mentales, sachant que ces mots méritaient d'être partagés. Pendant ce temps, dans un cabinet de thérapie du centre de Lyon, l'ex-sergent Marius Estève était assis dans un fauteuil inconfortable, face à une psychologue nommée Dr Simone Cardon. Cela faisait partie de l'accord judiciaire. Pour avoir une chance de rédemption, il devait suivre une thérapie obligatoire, confronter ses préjugés, comprendre les racines de son comportement. « Sergent Marius, parlez-moi de ce jour-là. » Il soupira lourdement. Il avait raconté cette histoire tant de fois ces dernières semaines que les mots sortaient tout seuls. « J'ai vu une femme vêtue, simplement. J'ai jugé qu'elle n'était pas à sa place. J'ai agi sur la base de ce jugement. » « Et pourquoi avez-vous pensé qu'elle n'était pas à sa place? Parce qu'elle ne semblait pas appartenir à cet environnement. » Que signifie appartenir? La question le laissa sans réponse. Pour la première fois, il s'arrêta vraiment pour réfléchir à ce que ces mots signifiaient. Qui décide qui appartient à quel endroit? Sur quelle base? Les vêtements? L'apparence? La classe sociale? Je ne sais pas, admit-il. Et pour la première fois, il y avait une honnêteté sincère dans sa voix. C'est le premier pas, sergent. Reconnaître que vous ne savez pas, parce que personne n'a le droit de décider cela pour quelqu'un d'autre. Dans les semaines qui suivirent, il commença à comprendre des choses qu'il n'avait jamais remises en question. Les biais inconscients qu'il portait, les suppositions automatiques, la façon dont il avait été formé à voir le monde divisé entre nous et eux. C'était un processus douloureux, comme d'arracher les croûtes d'une vieille blessure, mais nécessaire. Le brigadier Rodrigue passait par un processus similaire. Plus jeune, il avait plus de mal à accepter sa responsabilité. Il essayait encore de se justifier, de blâmer le système, de dire qu'il ne faisait que suivre les ordres. Mais lentement, à travers les séances de thérapie et les témoignages qu'il était obligé de lire d'autres victimes d'abus policiers, quelque chose commença à changer en lui, aussi. Pendant ce temps, le protocole Hélène commençait à prendre forme. Ce furent des mois de discussion, d'ajustement, de résistance et d'avancée. Des policiers plus anciens s'y opposaient, affirmant que les nouvelles règles rendraient le travail plus difficile. Mais une nouvelle génération d'officiers y voyait une opportunité de reconstruire la relation entre la police et la société. Le commandant Marcel Tavernier devint l'un des plus grands défenseurs du programme. Il savait que sa propre carrière était tachée par ce qui s'était passé sous son commandement. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il utiliser le temps qu'il lui restait pour garantir que des changements réels se produisent. Lors d'une conférence de presse à la préfecture, le secrétaire Robert André annonça officiellement la mise en œuvre du protocole Hélène. À partir d'aujourd'hui, toutes les unités de police de la région seront soumises à de nouvelles directives d'interpellation. Les caméras piétons seront obligatoires. Des formations auront lieu tous les trimestres. Et plus important encore, nous créerons un canal indépendant de signalement des abus, géré par des organisations de la société civile et non par la police elle-même. Édouard était dans l'assistance, aux côtés de sa mère. Quand son nom fut mentionné, quelques caméras se tournèrent vers eux. Madame Hélène garda sa posture discrète habituelle, mais Édouard pouvait voir la fierté discrète dans ses yeux. Non pas une fierté personnelle, mais la fierté de voir que quelque chose de bon naissait de quelque chose de si douloureux. Après la conférence, plusieurs reporters entourèrent Édouard. « Monsieur Ferrand, que ressentez-vous en voyant ces changements se produire? Je sens que ce n'est que le début. Un protocole ne change pas une culture du jour au lendemain, mais c'est une étape importante, et nous allons rester vigilants pour garantir qu'il soit réellement mis en œuvre, pas seulement sur le papier. Votre mère s'est-elle déjà prononcée sur l'accord? Ma mère n'a jamais voulu les projecteurs, elle a voulu du changement. Et le changement est en train de se produire. Cela lui suffit.
Ce soir-là, chez Madame Hélène, la famille se réunit. Édouard, sa femme Julie, leurs 2 enfants adolescents, et Madame Hélène elle-même. La table était dressée pour le dîner avec des plats faits maison par la matriarche elle-même. Elle avait insisté pour cuisiner, disant qu'elle avait besoin de normalité, de routine, des choses qui faisaient d'elle ce qu'elle avait toujours été. Pendant le dîner, Michel, le petit-fils aîné de 15 ans, demanda « Mamie, tu n'as pas été en colère contre ces policiers ?» Madame Hélène mâcha lentement avant de répondre. « Je l'ai été, mon ange. Beaucoup. Mais la colère est comme un poison. Si tu la gardes trop longtemps, elle te détruit de l'intérieur. Alors j'ai décidé de transformer cette colère en quelque chose de productif. »« Mais ils t'ont fait du mal, » insista la petite fille. « Laure, 12 ans. »« Oui, ils m'en ont fait. Mais sais-tu ce qui ferait encore plus de mal si je laissais cela me transformer en quelqu'un d'amer, plein de haine, ou si je ne faisais rien pour éviter que cela n'arrive à d'autres personnes ?» Édouard regarda sa mère avec une admiration renouvelée. Elle était la personne la plus forte qu'il connaissait, non pas par la force physique, mais par la force de caractère, par la capacité à traverser les tempêtes et à en sortir de l'autre côté encore entière, encore compatissante, encore humaine. « Maman, merci. »« Pourquoi, mon fils ?»« Pour m'avoir appris ce que signifie réellement être fort. » Elle sourit, lui serra la main. « Tu as appris cela ? De ton père. Il était comme ça. Ferme quand il le fallait, mais jamais cruel. Juste mais compatissant. » La conversation continua toute la soirée, légère, réconfortante. Et pour la première fois depuis des semaines, tout le monde put respirer un peu plus tranquillement, sachant que quelque chose changeait, lentement, mais changeait. 2 mois plus tard, le premier groupe de policiers termina la formation du protocole Hélène. La remise des diplômes eut lieu dans l'amphithéâtre de l'école de police. Madame Hélène fut invitée à prendre la parole. Elle hésita pendant des jours, mais Édouard la convainquit que sa voix était importante. Quand elle monta sur scène devant 300 policiers en uniforme, elle sentit le poids des regards. Certains étaient empreints de respect, d'autres de curiosité, certains peut-être de ressentiment. Mais elle respira profondément et commença à parler. « Messieurs et mesdames les policiers, je suis ici aujourd'hui non pour vous juger, mais pour partager une expérience. Ce jour-là au café, je n'ai pas été traitée comme une citoyenne. J'ai été traitée comme une suspecte, non parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que quelqu'un avait décidé, sur la base de mon apparence, que je ne méritais pas le respect. L'auditorium était dans un silence absolu. Je sais que votre travail est difficile. Je sais que vous affrontez des dangers que la plupart d'entre nous n'affronteront jamais. Mais cela ne justifie pas de juger les gens avant de les connaître. Cela ne justifie pas d'humilier. Cela ne justifie pas d'oublier que chaque personne que vous abordez est quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un, le parent de quelqu'un. Elle a une histoire, elle a une dignité. » Certains policiers baissèrent les yeux mal à l'aise, d'autres gardèrent les yeux fixés sur elle. « Ce que je vous demande, ce n'est pas la perfection, c'est de la conscience. C'est de s'arrêter une seconde avant d'agir et de se demander « Est-ce que je traite cette personne comme j'aimerais qu'on traite ma mère, mon enfant, moi-même ?» Si la réponse est non, alors quelque chose ne va pas. Quand elle eut fini de parler, il y eut un bref silence. Puis, lentement, des applaudissements commencèrent. Pas de tous, mais de beaucoup. Et dans ces applaudissements, il y avait de la reconnaissance, il y avait de l'acceptation, il y avait la promesse d'essayer d'être meilleure. Madame Hélène descendit de la scène et retourna à sa place à côté d'Édouard. Il lui tint la main fière. « Tu as été incroyable, maman. J'ai juste dit la vérité. C'est ce que j'ai toujours fait. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette matinée qui avait tout changé. L'automne était arrivé à Lyon, apportant des températures plus douces et un ciel d'un bleu profond qui encadrait la ville comme un tableau. Les arbres de la Croix-Rousse commençaient à perdre leurs feuilles, créant des tapis dorés sur les trottoirs. Et au café chez Maurice, la vie continuait mais transformée. Madame Hélène maintenait son rituel du samedi. Chaque semaine, à la même heure, vêtue de vêtements simples et de son chapeau de paille, elle entrait dans ce café qui était devenu plus qu'un endroit pour prendre un café. C'était un symbole, un rappel vivant que la dignité ne se négocie pas et que le respect ne se juge pas sur l'apparence. Ce matin-là, pourtant, quelque chose de différent se passait.
Monsieur Maurice avait organisé un petit événement. Rien de grandiose, rien qui n'attire trop l'attention. Juste un moment de célébration discrète pour ce que cet endroit était devenu. Un espace où tous étaient les bienvenus, indépendamment de la façon dont ils s'habillaient, d'où ils venaient ou de l'argent qu'ils avaient en poche. Quand Madame Hélène entra, elle trouva le café décoré de façon simple. Quelques fleurs sur les tables, un gâteau maison sur le comptoir et des visages familiers qui étaient devenus une partie de sa nouvelle routine. Bruno Sainte-Anne était là, devenu un ami qui lui rendait visite régulièrement pour des conversations qui allèrent bien au-delà du journalisme. Le couple de personnes âgées qui avaient été témoins de tout était là aussi, tout comme la jeune femme aux cheveux bouclés qui avait pleuré ce jour-là. « Madame Hélène, ces mois nous ont beaucoup appris, commença Monsieur Maurice. Ce café existe depuis 23 ans. Il a servi des milliers de cafés, reçu des milliers de personnes. Mais il n'a jamais eu un but aussi clair qu'aujourd'hui. Être un endroit où tous sont égaux, où le respect est la monnaie la plus précieuse. » Elle sourit, touchée par la simplicité sincère de ses mots. Elle s'assit à sa table habituelle, et cette fois, son café fut accompagné d'une petite carte. Elle l'ouvrit et lut les mots écrits à la main par des dizaines de clients réguliers, des messages de gratitude, de soutien, de reconnaissance. Chacun racontait comment son histoire avait touché leur vie, éveillé les consciences, changé les perspectives. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à l'académie de police, une cérémonie importante se déroulait. 450 policiers recevaient de leur diplôme du programme complet du protocole Hélène. 6 mois de formation intensive, non seulement sur les techniques d'interpellation, mais sur l'empathie, l'humanité et le véritable sens de servir et protéger. Le commandant Marcel Tavernier montait sur scène pour prononcer le discours de remise des diplômes. À 60 ans, il savait que ce serait l'une de ses dernières contributions significatives avant la retraite. Mais quelle contribution c'était? Messieurs et mesdames les policiers, aujourd'hui, vous ne recevez pas seulement un certificat. Vous prenez un engagement. L'engagement de vous souvenir que derrière chaque interpellation, il y a un être humain avec une histoire, une famille, une dignité. Le protocole Hélène n'est pas seulement un ensemble de règles, c'est un changement de mentalité. C'est choisir de voir la personne avant de juger l'apparence. Il marqua une pause regardant l'assistance. Je sais que certains d'entre vous résistent encore. Vous pensez que ces directives entravent le travail. Mais je vous le dis fort de 3 décennies de carrière. Le respect n'entrave pas l'efficacité. L'humanité ne compromet pas la sécurité. En réalité, quand la population fait confiance à la police, quand elle voit en nous des alliés et non des menaces, notre travail devient plus facile, pas plus difficile. Les applaudissements furent sincères. Tous n'applaudissaient pas avec enthousiasme, c'est vrai. Un changement culturel prend du temps, et il y aurait encore de la résistance pendant des années. Mais quelque chose bougeait dans la bonne direction. Parmi les diplômés se trouvait une jeune policière de 26 ans, nommée Louisa Almette. Elle était entrée à l'académie juste après que l'affaire de Madame Hélène fut devenue publique. Pour elle, le protocole Hélène n'était pas une imposition. C'était la raison pour laquelle elle avait choisi cette carrière. Elle voulait faire partie de la solution, pas du problème. En recevant son certificat, Louisa pensait à sa grand-mère, une dame de 78 ans qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage. Combien de fois sa grand-mère avait-elle été traitée avec mépris à cause des vêtements simples qu'elle portait? Combien de fois avait-elle été jugée avant même d'ouvrir la bouche? Louisa avait grandi en voyant cela, et maintenant elle avait la chance de garantir que d'autres grands-mères, d'autres mères, d'autres êtres humains ne subissent pas la même chose. Cet après-midi-là, quelque chose d'extraordinaire était prévu. Édouard Ferrand avait organisé une rencontre que beaucoup jugeaient impossible, peut-être même imprudente. Mais Madame Hélène avait insisté. Elle disait qu'il ne pouvait y avoir de véritable transformation sans pardon, et qu'il ne pouvait y avoir de pardon sans une confrontation honnête. Dans la salle de réunion de Ferrand Tech Solutions, 2 chaises étaient positionnées face à face. Madame Hélène arriva la première, accompagnée d'Édouard et de la psychologue Dr Simone Cardon, qui faciliterait la rencontre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. L'ex-sergent Marius Estève entra lentement. Il avait maigri, avait des cernes profonds
et une expression qui portait le poids de mois de thérapie, d'autoréflexion et de honte. Il ne portait plus d'uniforme. Il avait été définitivement écarté du corps de police. Il travaillait désormais comme auxiliaire dans une ONG qui aidait les personnes en situation de vulnérabilité. Cela faisait partie de son processus de réhabilitation. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Madame Hélène, il s'arrêta. Pendant un moment, il sembla qu'il allait s'enfuir. Mais elle fit un geste gentil, lui désignant la chaise en face d'elle. Il s'assit, incapable de la regarder directement. Dr Simone commença. « Nous sommes ici parce que Madame Hélène croit en la restauration, pas seulement en la punition. Monsieur Estève, Madame est disposée à vous écouter, mais elle a besoin que vous soyez honnête, complètement honnête. » Il respira profondément, et quand il parla enfin, sa voix était tremblante. « Madame Hélène, j'ai passé 6 mois à essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Au début, j'ai essayé de me justifier. J'ai dit que je suivais le protocole, que j'avais de l'expérience, que je savais identifier les suspects. Mais tout cela était un mensonge. La vérité est que je vous ai jugé. Je vous ai jugé parce que vous étiez vêtu, simplement. Je vous ai jugé parce que vous étiez seul. Je vous ai jugé parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai appris à séparer les gens en catégories. Et je vous ai mise dans la mauvaise catégorie. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas de justification. J'ai été cruel avec quelqu'un qui ne méritait pas de cruauté. Je vous ai retiré votre liberté, votre dignité. Je vous ai traité comme moins qu'humaine. Et le pire, c'est que ce n'était même pas la première fois. Combien d'autres personnes ai-je traité ainsi au fil des ans? Combien d'humiliations causées par mon préjugé déguisé en autorité? » Madame Hélène l'écoutait en silence. Édouard, à côté d'elle, avait les poings serrés, mais respectait le processus. « Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que chaque jour, je me réveille avec le poids de ce que j'ai fait. Et chaque jour, j'essaie d'être un tant soit peu meilleur que l'homme qui vous a abordé dans ce café. Je travaille avec des gens que j'aurais jugés auparavant et dont j'aurais détourné le regard. J'écoute les histoires de ceux qui ont souffert aux mains de gens comme moi. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que je sais que j'ai été cette personne. Et la seule façon de vivre avec cela est d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de réparer ce que j'ai brisé. » Le silence qui suivit fut pesant. Madame Hélène regarda cet homme brisé devant elle. Elle voyait de la sincérité. Elle voyait un repentir authentique. Elle voyait quelqu'un qui avait touché le fond et qui essayait de remonter. « Monsieur Estève, » commença-t-elle d'une voix douce, « ce que vous avez fait était mal, très mal, et cela a laissé des marques qui ne disparaîtront pas facilement. Mais je vois dans vos yeux quelque chose que je n'ai pas vu ce jour-là. Je vois de l'humanité, je vois la reconnaissance d'une erreur. Et c'est déjà un début. » Elle marqua une pause. « Je ne peux pas dire que je vous pardonne complètement. Le pardon est un processus, pas un événement. Mais je peux dire que je vois votre douleur. Et je crois que les gens peuvent changer. Je crois que vous essayez. Et cela compte. » Il sanglota, se couvrant le visage de ses mains. Édouard observait avec stupeur la générosité de sa mère. Même après tout cela, elle parvenait encore à trouver de la compassion. Marius leva les yeux, rouge d'avoir tant pleuré. « Merci, merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté, et merci de croire que je peux être meilleur. » Quand il sortit de la pièce, Madame Hélène resta assise, respirant profondément. Édouard s'approcha. « Maman, comment? Fais-tu? Comment je fais quoi, mon fils, pour avoir autant de force, autant de capacité à pardonner ?» Elle le regarda avec ses yeux sages. « Ce n'est pas de la force, Édouard, c'est de la fatigue. Je suis fatigué de porter de la colère. Je suis fatigué de voir le monde divisé entre bons et méchants. La vérité est que nous sommes tous capables de bonté et de méchanceté. Et la seule façon de briser ce cycle est de choisir, chaque jour, de voir l'humanité chez les gens, même chez ceux qui nous ont blessés. » Cette nuit-là, toute la famille se réunit à nouveau chez Madame Hélène. Julie avait préparé un dîner spécial. Michel et Laure avaient fait des affiches dessinées à la main, célébrant leur grand-mère. Il y avait des rires, des histoires, cette sensation réconfortante d'être chez soi. Pendant le dessert, Michel demanda «
Mamie, si tu pouvais remonter le temps et éviter que tout cela n'arrive, le ferais-tu? Madame Hélène réfléchit soigneusement avant de répondre. C'est une question difficile, mon ange. La partie de moi qui a ressenti de la douleur, de l'humiliation et de la peur aimerait que rien de tout cela ne soit arrivé. Mais la partie de moi qui voit les changements qui ont suivi, qui voit des policiers être formés différemment, qui voit des gens discuter de respect et de dignité, qui voit un homme essayer de se transformer, cette partie-là pense que peut-être, juste peut-être, tout est arrivé pour une raison. Tu penses que les choses vont changer pour de vrai? Demanda Laure. Elles ont déjà changé, ma chérie. Pas complètement, pas parfaitement. Il y aura encore des injustices, il y aura encore des préjugés, mais maintenant il y a une conscience, il y a un dialogue, il y a des gens qui essaient d'être meilleurs. Et c'est déjà beaucoup. Des semaines plus tard, Madame Hélène fut invitée à prendre la parole lors d'un événement national sur la réforme de la police à Paris. Elle hésita, comme elle hésitait toujours devant les projecteurs. Mais Édouard la convainquit que sa voix avait du poids, du pouvoir. Dans l'auditorium bondé d'autorités de tout le pays, elle monta sur scène avec sa robe simple et son chapeau de paille. Des symboles qui avaient désormais une signification bien au-delà des vêtements. Je m'appelle Hélène Marie Ferrand. Je suis mère, grand-mère, veuve et citoyenne. Je ne suis pas une militante, je ne suis pas une politicienne, je ne suis pas une experte. Je suis simplement quelqu'un qui a subi une injustice et qui a décidé que cela ne pouvait pas être en vain. L'auditorium était dans un silence absolu. Ce que j'ai appris au cours de ces mois, c'est que le changement réel ne vient pas de la colère, il vient de la persistance. Il ne vient pas de la vengeance, il vient de l'éducation. Il ne vient pas de la punition de ceux qui ont tort, il vient de l'enseignement de ce qui est juste. Le protocole Hélène n'est pas à propos de moi. Il est à propos de nous tous. Il s'agit de créer une société où personne n'est jugé sur son apparence, où l'autorité signifie protection, pas menace, où chaque personne est traitée avec la dignité fondamentale que tout être humain mérite. Les applaudissements résonnèrent dans l'auditorium. Les gens se levèrent. Et à ce moment-là, Madame Hélène sut que son histoire, aussi douloureuse fut-elle, avait planté des graines qui continueraient à pousser bien après elle. De retour à Lyon, une surprise l'attendait. Le café chez Maurice avait été rénové. Pas de façon grandiose, mais avec tendresse. De nouvelles tables, de nouvelles chaises, tout en gardant l'essence simple et accueillante qu'il avait toujours eue. Et sur le mur principal, une phrase était gravée en lettres discrètes mais permanentes. L'autorité n'est ni l'apparence ni le cri, c'est le caractère. Madame Hélène lut ces mots et sourit. C'étaient les mêmes mots qui avaient été peints des mois auparavant, mais maintenant ils étaient gravés dans du bois noble, permanent, un rappel éternel. Le samedi suivant, elle retourna au café comme elle le faisait toujours. Elle commanda son café au lait et son croissant. Elle s'assit à sa table. Elle observa le mouvement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une paix complète. Non pas parce que tout était parfait, non pas parce qu'il n'y avait plus de problème dans le monde, mais parce qu'elle avait fait sa part. Elle avait transformé la douleur en but. Elle avait utilisé sa voix pour amplifier celle de ceux qui n'en avaient pas. Bruno Sainte-Anne, qui était devenu un ami proche, s'assit avec elle. « Madame Hélène, qu'est-ce qui vient après ?» Elle prit une gorgée, de son café, pensive. « Après ? Après, je continue à vivre. Je continue à venir ici le samedi. Je continue à être grand-mère. Je continue à être moi-même. Les grands changements ont déjà commencé. Maintenant, il faut les laisser se consolider. Il faut veiller. Il faut rappeler aux gens ce que nous avons conquis, mais sans oublier de vivre. » Il sourit. « Vous êtes incroyable. » « Je ne le suis pas. Je suis juste une femme qui a refusé d'être invisible. » Les mois se transformèrent en années. Le protocole Hélène fut adopté dans d'autres régions. Il devint une référence nationale, puis internationale. Des histoires de transformation commencèrent à surgir. Des policiers qui changèrent complètement leur façon de travailler. Des communautés qui commencèrent à faire davantage confiance aux forces de sécurité. Des vies qui furent épargnées d'humiliations inutiles. L'ex-sergent Marius continua son travail dans l'ONG. Il ne porta plus jamais l'uniforme de police, mais il trouva un sens à aider précisément les personnes qu'il jugeait auparavant. Et bien qu'il ne soit jamais devenu l'ami de Madame Hélène, il existait un respect mutuel.
la reconnaissance que tous deux avaient grandi grâce à cette expérience. Édouard étendit les programmes de son entreprise pour inclure des technologies favorisant la transparence et la responsabilité policière. Il ne se contentait plus de fournir des équipements, il aidait à créer des systèmes qui protégeaient tant les citoyens que les policiers contre les abus. Et Madame Hélène? Elle resta exactement celle qu'elle avait toujours été, une dame simple qui aimait son café du samedi, ses petits-enfants, son jardin. Mais désormais, elle portait quelque chose de plus. Elle portait la certitude qu'une personne ordinaire peut, oui, changer le monde. Pas seule, pas d'un coup, mais avec du courage, de la persévérance et le refus d'accepter l'injustice comme une normalité. Un samedi ensoleillé, 5 ans après ce jour fatidique, Madame Hélène fêtait ses 77 ans. Le café chez Maurice organisa une petite célébration. Rien d'exagéré, comme elle le demandait toujours. Juste un gâteau, quelques amis, un moment de gratitude. Quand on lui demanda de faire un discours, elle refusa. Mais elle accepta de partager quelques mots. J'ai appris que la dignité n'a pas besoin de crier pour être entendue. J'ai appris que le changement commence par de petits courages. J'ai appris que pardonner n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas laisser la douleur définir qui nous sommes. Et j'ai appris que chacun de nous, aussi simple, aussi ordinaire soit-il, a le pouvoir de planter les graines de la transformation. Elle regarda autour d'elle, voyant tous ces visages qui étaient devenus une partie de son voyage. Alors mon souhait, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour, est que chacun de vous se souvienne. Votre voix compte, votre dignité compte. Et ne laissez jamais, jamais personne vous faire sentir que vous êtes moins que ce que vous êtes. Les applaudissements remplirent le petit café, et à ce moment-là, tous savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose, de rare. Non pas seulement une histoire d'injustice corrigée, mais une histoire de transformation authentique, de la façon dont le courage d'une femme ordinaire avait changé des lois, des mentalités et des vies. Madame Hélène coupa le gâteau, en distribua à tout le monde puis retourna à sa table. Elle prit une autre gorgée de café. Elle regarda par la fenêtre, voyant Lyon continuer son rythme éternel. Et elle sourit. Un petit sourire, discret, mais plein de paix, parce qu'elle savait qu'elle avait gagné, non pas en détruisant ses oppresseurs, mais en transformant le système qui avait permis l'oppression. Non, pas en gardant de l'amertume, mais en plantant le changement. Non pas en étant exceptionnelle, mais en étant authentiquement, profondément humaine. Et parfois, être humain est la façon la plus puissante de révolutionner le monde. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Hélène a touché profondément votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de dignité, de transformation et de courage silencieux, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le café interrompu? Était-ce le pardon difficile? Était-ce la transformation du sergent Marius? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine. Des histoires qui nous font réfléchir sur qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Nous vous attendons au prochain épisode, avec un nouveau récit qui bousculera vos émotions et vous fera croire que le changement, aussi difficile qu'il paraisse, est toujours possible. À bientôt.